Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'amour. Et on va en parler à travers le point de vue d'un philosophe qui s'est penché sur la question, à savoir Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre est un philosophe et écrivain français du XXe siècle. Il est connu comme le fondateur de l'existentialisme, plus précisément de l'existentialisme athée. C'est un courant philosophique qui place au premier plan la notion de liberté, l'idée que l'être humain se définit par sa liberté. Je vous renvoie sur ce sujet à mon épisode sur Sartre et l'existentialisme. Et donc, si on veut comprendre la conception de l'amour que développe Jean-Paul Sartre, il va falloir garder à l'esprit que cette question de la liberté, elle est absolument centrale dans sa réflexion sur l'amour. En effet, pour Sartre, poser la question de l'amour, c'est poser la question du rapport que nous entretenons avec la liberté de l'autre. C'est poser la question de ce que nous exigeons de l'être aimé et de ce que nous faisons de lui lorsque nous l'aimons. Alors on va examiner tout ça dans le détail, mais avant ça, je vais commencer par évoquer quelques éléments personnels de la vie de Sartre, de sa vie amoureuse en l'occurrence, non pas par voyeurisme ou par indiscrétion, mais tout simplement parce que Sartre a mis en application dans sa vie personnelle les conclusions philosophiques de sa réflexion sur l'amour. Autrement dit, il y a une correspondance entre la conception philosophique que Sartre avait de l'amour et la manière dont il a mené ses propres relations amoureuses. Et cette correspondance va constituer le point de départ de notre réflexion. Donc comme vous le savez, Sartre était en couple avec Simone de Beauvoir. Plus exactement, ils étaient en relation libre. Alors, on parle parfois de polyamour, voire de polyfidélité, pour qualifier la relation entre Sartre et Beauvoir, mais en réalité ça n'a pas beaucoup d'importance, on ne va pas se battre sur la définition des mots. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils étaient en couple, mais qu'ils se donnaient le droit d'aller voir ailleurs. Et par aller voir ailleurs, il faut entendre non seulement avoir des relations sexuelles avec d'autres partenaires, mais aussi avoir des relations amoureuses avec d'autres partenaires. Le modèle conjugal de Sartre et Beauvoir, c'était celui de la liberté sexuelle et sentimentale. La seule condition qu'ils s'obligeaient à respecter dans ce pacte de liberté amoureuse, c'était de se dire toute la vérité. Ne rien s'interdire, mais ne rien se cacher. Et Sartre avait une manière assez, disons, sophistiquée de définir sa relation avec Simone de Beauvoir. Il disait « Notre amour est nécessaire, tandis que nos autres amours sont contingentes. » Amour nécessaire, amour contingente, ça fait référence à l'opposition qu'on trouve en philosophie entre ce qui doit être, le nécessaire, et ce qui peut être, le contingent. Amour nécessaire, amour contingente, autrement dit, amour principal et amour secondaire. Amour essentiel et amour récréatif. L'amour entre Sartre et Beauvoir était nécessaire, autrement dit, il se voulait au-dessus des questions d'ordre physique ou sexuel. Il était au-delà du corps et des conventions, tandis que les amours contingentes, c'étaient les amours de loisirs. C'était les amours pour passer du bon temps. Et donc ce mode de fonctionnement conjugal, c'était pour Sartre et Beauvoir une manière de vivre leur aventure amoureuse, mais sans les contraintes, sans les obligations et les interdits sociaux. Des interdits sociaux qui, selon la pensée existentialiste, restreignent notre liberté en nous enfermant dans des rôles. Alors sur le papier, c'est génial. La liberté et la sincérité. Oui, mais sauf que dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'on sait qu'entre Sartre et Beauvoir, c'est surtout Sartre qui a profité de ce schéma conjugal. Sartre était particulièrement friand de jeunes étudiantes. Il avait ce besoin de plaire aux femmes, un besoin que son physique ingrat ne lui permettait pas forcément de combler. Ce n'est pas méchant, c'est factuel. Et donc il sollicitait régulièrement Simone de Beauvoir pour qu'elle lui présente certaines de ses élèves afin de coucher avec elle.
parmi lesquels la bien nommée Bianca, alors âgée de 16 ans, qui a d'ailleurs écrit un livre, Les mémoires d'une jeune fille dérangée, dans lequel elle revient sur son triangle amoureux avec Sartre et Beauvoir. Donc le couple partageait ses ébats avec de jeunes étudiantes, pour le plus grand plaisir de Sartre, qui trouvait là l'occasion parfaite d'incarner son rejet philosophique de l'ordre bourgeois. Mais sauf qu'au bout d'un moment, Simone de Beauvoir a commencé à être gênée par cette situation, par cette relation libre dans laquelle elle ne s'épanouissait pas particulièrement, si bien que, lorsqu'elle fit savoir à Sartre qu'elle désirait passer à une relation exclusive, Sartre lui répondit « Vous êtes donc une bourgeoise », selon l'idée que l'amour exclusif, c'est le corbillard de l'amour. On a gardé du tandem Sartre-Beauvoir l'image d'un couple soudé par la liberté, d'un couple anticonformiste uni par la loyauté et la transparence, mais la réalité était beaucoup moins idyllique. Le pacte de vérité passé entre Sartre et Beauvoir n'a pas tenu, des mensonges sur leurs amours contingentes ont commencé à s'accumuler, la jalousie s'est invitée à la table, et le paradoxe est que Sartre et Beauvoir se sont finalement retrouvés en situation d'infidélité, infidélité au sens moral, alors même que leur contrat de liberté amoureuse était justement supposé les en prémunir. Il ressort de cette relation entre Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir un goût d'amertume, un goût d'idéal contrarié, le couple ayant finalement échoué à incarner dans leur vie leur aspiration philosophique commune à la liberté. Alors, après cette brève présentation de la vie amoureuse de Sartre, j'ai bien conscience que beaucoup d'entre vous ont déjà une opinion bien tranchée sur ce qu'ils doivent penser de sa conception philosophique de l'amour. Qu'est-ce que Sartre pourrait bien avoir à dire de pertinent sur l'amour si sa propre vie amoureuse fut, disons-le franchement, un échec? Eh bien mon défi, ça va être de vous montrer que la conception sartrienne de l'amour est en fait beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile qu'on ne pourrait le penser à première vue. Car en réalité, la question n'est pas de savoir est-ce que la vie amoureuse de Sartre doit nous servir de modèle? La question est de savoir qu'est-ce qui a poussé Sartre à rejeter le schéma amoureux traditionnel pour tenter de vivre une autre forme d'amour. Pour le dire autrement, qu'est-ce qui, dans l'expérience ordinaire de l'amour, dans l'amour tel que nous le vivons tous, va à l'encontre de l'idéal philosophique sartrien, à savoir l'idéal de la liberté? Eh bien, la réponse de Jean-Paul Sartre tient en une phrase. Une phrase que nous allons analyser en profondeur, et qui dit « L'amour, c'est le désir de s'approprier l'autre comme être libre. » Je répète, l'amour, c'est le désir de s'approprier l'autre comme être libre. Alors penchons-nous sur cette phrase et essayons de comprendre ce qu'elle veut dire. On va commencer par la première partie de l'énoncé. Aimer, c'est le désir de s'approprier l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, s'approprier l'autre? S'approprier l'autre, ça veut d'abord dire s'unir à lui. Ça veut d'abord dire ne faire qu'un avec l'être aimé. Ne faire qu'un physiquement. Et en effet, l'union amoureuse, c'est d'abord l'union physique de l'acte sexuel. L'union des corps. L'acte sexuel, c'est la pénétration d'un corps dans un autre. C'est l'accueil d'un corps dans un autre. De ce point de vue-là, il s'agit bien d'une union, ou en tout cas, d'une tentative d'union. Lacan disait « Il n'y a pas de rapport sexuel ». Sous-entendu, les corps s'imbriquent, mais ne fusionnent jamais. Mais ça n'en reste pas moins le projet. Être en l'autre, recevoir l'autre en soi, c'est bien ça qui se passe dans l'acte sexuel. Un projet d'union charnelle. Et posséder l'autre, c'est une manière allégorique de décrire ce qui se produit dans l'acte sexuel. En dehors de l'acte sexuel, le besoin de proximité tactile avec l'être aimé traduit aussi ce désir d'union.
le besoin de s'embrasser, le besoin de se serrer dans les bras, de se sentir l'un l'autre. C'est bien là encore un désir d'union qui est à l'œuvre. Maintenant, si on sort de la sphère physique et qu'on parle de la sphère sociale, dans le couple comme entité sociale, on observe aussi cette tendance à l'union. Cette tendance à se comporter non plus en tant qu'individu, mais en tant que membre du couple. Au point que le couple finit par devenir une personne à part entière. Vous savez, quand vous invitez un ami à une soirée, et qu'il vous répond « On a quelque chose de prévu ». On a quelque chose de prévu. Alors même que la deuxième personne du couple n'a pas été mentionnée dans la conversation. Dès lors qu'on est en couple, on ne pense et on n'agit plus totalement en tant qu'individu. On pense et on agit au nom du couple. Avec tout ce que ça peut occasionner de diminution de la personnalité. Le couple amoureux, c'est l'entité issue de deux individualités qui substitue aux deux personnalités individuelles une personnalité collective. Et c'est en ce sens-là qu'il est possible de définir l'amour comme désir d'appropriation de l'autre. Entendu au sens de désir d'absorption de l'autre. Au sens d'assimilation physique et symbolique de l'autre dans une entité nouvelle qui est le couple. Mais alors du coup, la question qui se pose, c'est comment passe-t-on d'un désir d'union à un désir de possession? Parce que c'est pas exactement la même chose. On peut vouloir s'unir à l'autre sans pour autant vouloir le posséder. Bien en réalité, non. On ne peut pas. On ne peut pas vouloir s'unir à l'autre sans vouloir le posséder. Pourquoi? Bien la réponse est très simple. Parce que nous restons des individus. Des individus avec des sensibilités différentes, avec des désirs différents, avec des perceptions du monde différentes. Et donc si l'amour est désir d'union, mais que dans les faits, nous restons des individus, l'amour est confronté à un problème. Le problème des sentiments de l'autre. Parce qu'aimer, ce n'est pas seulement éprouver des sentiments pour l'autre, c'est en même temps désirer que l'autre éprouve les mêmes sentiments pour nous. Sartre écrit « Aimer, c'est essentiellement le projet d'être aimé ». Retenons bien ça. Aimer, c'est le projet d'être aimé. C'est ça l'amour. Vouloir être aimé. Si la personne que vous aimez ne vous aime pas en retour, vous allez en être affecté. Vous allez en souffrir. Quand on aime quelqu'un, on cherche à lui plaire. On cherche à se rendre désirable à ses yeux. Ça s'appelle la séduction. Et donc si l'amour n'était pas désir d'être aimé, la séduction n'existerait pas. Si Cyrano refuse de dire à Roxane qu'il est l'auteur des lettres de Christian, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas la séduire. Il en brûle d'envie. Mais c'est parce qu'il a peur qu'en lui faisant cette révélation, elle le rejette. C'est parce qu'il a peur de perdre le peu d'amour qu'elle lui témoigne, à savoir son respect et son affection. Et c'est parce que Roxane lui dira finalement qu'elle l'aime, qu'il acceptera de mourir, le cœur léger. Aimer, c'est désirer être aimé. Autrement dit, l'amour exige la réciprocité. Et c'est à partir du moment où cette réciprocité amoureuse est obtenue que va commencer à s'enclencher ce que Sartre décrit comme étant un processus d'asservissement de l'être aimé. Processus d'asservissement de l'être aimé, autrement dit, le fait que l'amant va nourrir à l'égard de l'être aimé un certain nombre d'attentes. Pour ne pas dire un certain nombre d'exigences. Alors, de quelles attentes parle-t-on? Eh bien, par exemple, que l'être aimé nous montre son amour, qu'il l'exprime. Et s'il ne l'exprime pas, s'il préfère passer ses soirées à jouer sur l'ordinateur plutôt qu'à passer du temps avec moi, je vais en être mécontent. Je vais éventuellement le lui reprocher.
Parce que j'attends de l'être aimé qu'il m'aime en retour. Et comment puis-je être sûr qu'il m'aime s'il n'en fait pas la démonstration par son comportement? Vous connaissez la citation. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Sous-entendu, l'amour, c'est quelque chose qui doit se traduire dans le comportement. Et peu importe si le fait de lui demander des preuves de son amour ne changera rien à la réalité de son amour, l'important étant que l'autre joue le jeu de la relation amoureuse. C'est pour ça qu'on attend de l'autre des preuves de son amour. On attend des preuves d'amour, on ne les obtient pas, et au lieu de se demander si cette absence de preuves ne serait pas justement une preuve de l'absence, la preuve de l'absence d'amour de l'autre, on demande des preuves pour pouvoir se persuader que l'autre nous aime comme nous l'aimons. L'important n'est pas la réalité du sentiment, l'important est la réalité de l'apparence du sentiment. Et l'autre n'est plus la personne que j'aime, l'autre devient celui qui a le devoir de m'aimer autant que je l'aime. C'est ça le désir de possession. Le désir de conformer l'autre. Le désir de modeler son comportement à nos attentes de confirmation. Aimer, c'est attendre de l'autre la confirmation de son amour pour nous et donc la confirmation du bien fondé de notre amour. Si vous dites je t'aime à quelqu'un, ce n'est pas pour qu'il vous réponde merci. Votre attente profonde, c'est qu'il vous réponde moi aussi. Parce que ce moi aussi cristallise la promesse de l'union. La preuve d'une réciprocité. Dire je t'aime, c'est dire est-ce que tu m'aimes? Par quoi sont motivées la plupart des disputes amoureuses? Par le sentiment que l'autre ne fait pas ce qu'il devrait faire pour maintenir l'union amoureuse. Par le sentiment que l'autre ne fait pas assez d'efforts. Et remarquez les mots qu'on utilise. Faire des efforts. Montrer à l'autre qu'on l'aime, ça devient faire des efforts. C'est fou quand on y pense. Faire des efforts. Et ça montre bien l'idée que cherche à exprimer Sartre, à savoir que l'amour prend régulièrement la forme d'une lutte pour la reconnaissance. Et qu'en cela, la vie en couple est rarement une sinécure. Comme dit l'adage, être en couple, c'est affronter à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu seul. C'est toujours au nom de l'amour qu'on a des attentes envers l'autre. Un inconnu, quelqu'un qu'on croise dans la rue, on n'a pas d'attente envers lui. Sa personne nous indiffère. Ses sentiments nous indiffèrent. Donc à moins d'être quelqu'un de très empathique et de se projeter dans sa situation, les choix, les paroles et les actions de l'inconnu, on s'en contrefou. On s'en contrefou parce qu'on n'est pas sentimentalement engagé avec lui. Donc il peut bien faire ce qu'il veut. Par contre, votre bien-aimé, la personne qui habite votre cœur et vos pensées, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Ses choix vous engagent parce qu'ils vous affectent. Le désir de posséder l'autre, le désir de s'approprier l'autre, c'est la traduction de notre désir d'union avec l'autre, accompagné de la conscience que l'autre nous est fondamentalement inaccessible. L'autre est condamné à rester l'autre. Si la conscience de l'autre nous était accessible, si nous étions capables de nous téléporter dans le cœur de l'autre, nous n'éprouverions pas ce besoin de savoir ce qu'il ressent pour nous. Et c'est parce qu'il nous est impossible d'être absolument certain que l'autre nous aime autant que nous l'aimons, que nous allons vouloir effectuer le contrôle qualité de ses sentiments. Contrôle qualité de ses sentiments, autrement dit, vérifier par tous les moyens possibles que l'être aimé est digne de notre amour. Et c'est là que l'amant se transforme
en inspecteur des sentiments, en contrôleur des sentiments. Parce que notre désir profond, lorsque nous aimons quelqu'un, c'est d'être son absolu. C'est d'être l'objet exclusif de son amour. Et donc si je vois l'être aimé perdu dans ses pensées, je vais lui poser la fameuse question. À quoi tu penses ? Parce que j'ai besoin de savoir à quoi il pense. J'ai besoin d'avoir un droit de regard sur ses pensées. J'ai besoin de savoir que j'occupe ses pensées. Parce que si je n'occupe pas ses pensées, ça veut dire qu'il ne m'aime pas autant que je l'aime. Et ça, c'est pas possible. Donc je vais lui en vouloir. Je vais lui en vouloir parce qu'il ne pense pas à moi. Je vais lui en vouloir parce qu'il ne m'envoie pas assez de messages. Parce qu'il ne me témoigne pas suffisamment d'affection. Mon attente de réciprocité me transforme en colonisateur de la conscience de l'autre. Alors ici, je voudrais prendre le temps de faire une petite parenthèse. On entend souvent dire que ce ne serait pas ça le vrai amour. Que le vrai amour, ce serait l'amour désintéressé. L'amour qui n'attend rien en retour. Alors que là, depuis tout à l'heure, on parle d'attente, on parle d'exigence, on parle même de lutte pour la reconnaissance. Tout ça ressemble moins à de l'amour qu'à de l'ego. Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le vrai amour ? Qu'est-ce que le vrai amour, sinon l'amour que nous recherchons tous ? L'amour dont nous faisons l'expérience et que nous désirons vivre. Or, l'amour que nous désirons vivre, ce n'est pas un amour à sens unique. Ce n'est pas un amour bénévole. L'amour que nous désirons vivre, c'est un amour partagé. C'est un amour qui peut voir son reflet dans le regard de l'autre. L'amour, c'est quand l'autre répond à votre caresse par un sourire. Autrement dit, l'amour dont nous parlons, c'est l'amour qui se manifeste par le désir de l'autre, par le désir de la présence de l'autre, et qui fait que lorsque la personne que vous aimez sera absente, elle va vous manquer. Sa présence physique va vous manquer. Donc vous allez penser à elle. Vous allez penser à elle pour compenser son absence physique par sa présence mentale. C'est ça l'amour, dans sa forme réellement vécue. Si demain la personne que vous aimez vous annonce qu'elle part vivre en Australie, et que tout va bien se passer parce que votre amour est au-delà de la présence physique, vous allez faire une drôle de tête. Parce que pour vous, cet amour-là, il n'est pas satisfaisant. Et c'est normal. Parce que nous ne sommes pas encore des dieux. Nous sommes des mortels. Donc l'amour dont nous faisons l'expérience, c'est un amour qui réclame la présence de l'autre. Un amour qui ne se satisfait pas de la connexion spirituelle avec l'être aimé, mais qui a besoin d'en avoir la confirmation charnelle. On sait que les Grecs de l'Antiquité avaient 8 mots différents pour dire amour, qu'ils distinguaient l'amour-passion de l'amour-amitié ou de l'amour-charité. Mais dans les faits, quand on parle d'amour, on parle de l'amour-passion. On parle de l'amour qui pousse deux êtres à l'union charnelle. C'est l'amour de Junie et Britannicus. C'est l'amour de Camille et Perdiccas, de Roméo et Juliette. Donc pour revenir à ce qu'on disait, l'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est un sentiment qui charrie avec lui des attentes, qui charrie avec lui des exigences à l'égard de l'être aimé, et c'est en ce sens que l'amour est bel et bien désir de possession. Parce qu'en plaquant nos attentes sur l'être aimé, nous l'obligeons à une certaine manière d'être.
nous l'obligeons à jouer son rôle d'être aimé. Nous l'obligeons à exprimer ses sentiments pour nous, à être affectueux, à être attentionné. Et là, vous allez me dire, encore heureux. C'est normal. Oui, mais la question n'est pas de savoir si c'est normal ou pas. La question est de savoir, qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça traduit de la nature du sentiment amoureux? Eh bien, ce que ça traduit, c'est qu'à travers le sentiment amoureux, l'amant cherche à s'approprier la liberté de l'être aimé. L'amant cherche à avoir la main mise, non seulement sur son corps, mais sur son esprit et ses sentiments. Et oui, c'est normal. Mais ce n'est pas parce que c'est normal de désirer s'approprier l'être aimé que ça veut dire que je ne cherche pas à me l'approprier. Oui, je cherche à me l'approprier. Oui, je cherche à le conformer à mes attentes. Parce que je veux que son attitude témoigne du sentiment que je veux qu'il éprouve envers moi. Et ce faisant, je l'asservis à mes exigences. Pour reprendre la formulation des stoïciens, on pourrait dire qu'aimer, ce n'est pas vouloir que l'autre soit ce qu'il est, c'est vouloir que l'autre soit ce qu'on désire qu'il soit. Et le jour où l'autre n'agit pas comme j'attends de lui qu'il agisse, le jour où l'autre contrarie mes exigences, je me sens trahi. Je me sens trompé. Sans voir que ce sont mes attentes qui sont responsables de ma déception. Sans voir que ma souffrance n'est que la conséquence du désir que j'ai eu d'asservir l'autre à ma volonté. Aimer l'autre, c'est l'aimer dans la mesure où son comportement répond à nos attentes. On le disait tout à l'heure, si la personne que vous aimez se comporte d'une manière qui vous déplaît, le sentiment de réprobation que vous allez éprouver envers elle va prendre une forme beaucoup plus intense que si c'était un inconnu qui avait agi ainsi. Le fait est que plus on aime quelqu'un, plus on place sur lui des attentes élevées. On n'est jamais déçu par quelqu'un dont on n'attend rien. C'est d'ailleurs pour ça que c'est l'amour le plus fort qui produit généralement les rancœurs les plus fortes. Parce que la déception est d'autant plus grande que les attentes étaient hautes. Les crimes passionnels illustrent cette porosité entre l'amour et la haine. La haine, c'est un amour déçu. C'est un amour que l'autre n'a pas su honorer, en faisant ce qu'il n'aurait pas dû faire, ou en ne faisant pas ce qu'il aurait dû faire. Dans tous les cas, s'il y a déception amoureuse, c'est toujours l'autre qui sera perçu comme responsable. C'est toujours l'autre qui n'aura pas su faire ce qu'il fallait faire. De ce point de vue-là, nous sommes tous des mal-aimés. L'idée que l'amour est essentiellement désir de possession de l'être aimé n'est pas très difficile à comprendre. On peut la nuancer, on peut la relativiser, mais finalement, c'est quelque chose dont on a tous déjà fait l'expérience. Mais notre analyse de la conception sartrienne de l'amour serait incomplète, elle serait même totalement erronée, si on omettait de rappeler la deuxième partie de sa citation. Je vous rappelle la citation. Aimer, c'est le désir de s'approprier l'autre comme être libre. Pour Sartre, l'amour n'est donc pas seulement désir de possession de l'autre, il est désir de possession de l'autre en tant qu'être libre. Et là, il va falloir expliquer ce que Sartre entend par là. Sartre nous dit « Aimer, c'est vouloir être aimé ». C'est ça, le socle de l'amour. Vouloir être aimé. Quand vous aimez quelqu'un de toutes vos forces, le fait de savoir que cette personne vous aime en retour va produire en vous un sentiment indescriptible, un sentiment d'unité, un sentiment de plénitude, le sentiment d'avoir trouvé votre partie manquante.
Mais qu'est-ce qui fait que vous allez éprouver un tel sentiment? Bien, Sartre nous dit, c'est le fait que vous n'ayez aucune idée de pourquoi l'autre vous aime. C'est le fait que d'une certaine manière, vous n'êtes pas responsable de l'amour de l'autre pour vous. Quand deux personnes s'aiment, elles sont unies par une double ignorance. L'ignorance des causes de leur amour pour l'autre, mais aussi l'ignorance des causes de l'amour de l'autre pour elle. C'est ça, la force du sentiment amoureux. Son caractère de coïncidence. Coïncidence au sens littéral, de ce qui coïncide. Et les spinozistes pourront bien invoquer les lois de la causalité. Le phénomène qui se produit est si singulièrement intense que pour les individus qui l'éprouvent, il prend des allures de magie. Ce qui rend l'amour de l'autre digne de valeur, c'est qu'il aurait pu ne jamais être. On peut tomber amoureux de quelqu'un sans que ce soit réciproque. Quelqu'un peut tomber amoureux de nous sans que ce soit réciproque. Et c'est même ce qui se produit dans l'immense majorité des cas. C'est extrêmement rare d'avoir des sentiments intenses pour quelqu'un et que cette intensité se retrouve dans les sentiments de l'autre à notre égard. C'est extrêmement rare. Bien justement, nous dit Sartre. C'est ça le fondement de la valeur que nous accordons à l'amour de l'autre. Son caractère imprévisible. Son caractère immaîtrisable. Parce que si on pouvait contrôler les sentiments de l'autre, si on pouvait décider que l'autre nous aime, son amour n'aurait plus aucune valeur. Parce qu'il ne viendrait plus de lui, mais de nous. Et il est certain que s'il existait une formule magique pour rendre l'autre amoureux de nous, son amour s'en trouverait fortement dévalué. Ce que les marabouts n'ont pas compris, c'est que l'amour qui proviendrait d'un sort, d'un charme ou d'un filtre est un amour qui en réalité n'intéresse personne. Parce que c'est un amour factice. Parce que ce n'est pas de l'amour. L'amour doit venir d'un être libre de nous aimer ou de ne pas nous aimer. Libre non pas au sens de choix, mais au sens de spontané. Au sens d'impulsion intérieure. Que vaudrait un amour que vous pourriez téléguider? Que vaudrait un amour que vous pourriez contrôler avec un curseur? Il perdrait instantanément toute sa valeur. On ne tombe pas amoureux d'une machine. On ne tombe pas amoureux d'un automate. On tombe amoureux de quelqu'un dont on ne peut fondamentalement pas programmer les sentiments. Autrement dit, l'amour de l'autre n'a de valeur que parce que l'autre pourrait ne pas m'aimer. L'amour de l'autre n'a de valeur que parce qu'il est libre. En d'autres termes, et là est tout le paradoxe, c'est que ce que nous aimons dans l'autre, c'est le pouvoir qu'il a de ne pas nous aimer. On a dit tout à l'heure que l'amour nous poussait à désirer l'amour de l'autre. Et ce désir de l'amour de l'autre peut nous pousser à vouloir en prendre le contrôle. Parce qu'un amour non réciproque signerait l'échec de notre amour. Or, ce que montre Sartre, c'est qu'en réalité, si nous pouvions effectivement prendre le contrôle des sentiments de l'autre, nous en serions insatisfaits. Nous ne voulons pas que l'autre nous aime parce que nous l'obligerions à nous aimer. Nous voulons que l'autre nous aime parce qu'il n'a aucune raison particulière de nous aimer. Nous ne voulons pas que l'autre nous aime par programmation, ni par obligation, parce que dans les deux cas, son amour n'est plus une passion libre. Il devient mécanique, donc sans intérêt. Sartre prend l'exemple du mariage, le mariage comme engagement moral à aimer l'autre. Et il explique qu'un amour issu d'un engagement moral
perd sa qualité et sa valeur. Qu'est-ce qu'on fait quand on se marie? On prête serment. Promettez-vous de l'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Que vaut un amour qui ne tient que parce qu'on l'a promis? Alors oui, il y a quelque chose de très noble dans le serment de fidélité. L'idée que notre amour pour l'autre est si fort qu'il éclipse tous les amours potentiels et prend des allures d'absolu. Très bien. Mais pourquoi promettre quelque chose qui ne dépend pas de nous? Un sentiment ne se contrôle pas. Un sentiment ne se décrète pas. On peut promettre de rester fidèle. Parce qu'être fidèle ou infidèle, ça oui, on le décide. Mais promettre de rester amoureux, c'est totalement différent. L'engagement, c'est tout l'inverse de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour ne relève pas de la morale. Parce que l'amour n'est pas un contrat. Demandez à l'autre de vous aimer. Parce qu'un jour, il en a fait la promesse dans une mairie, ça marche pas. Et même si ça marchait, que vaudrait cet amour? Que vaut un amour qui ne repose que sur le respect d'un contrat? Que vaut un amour qui a besoin d'une signature pour être rappelé à l'ordre? On n'aime pas quelqu'un parce qu'on a signé un contrat. On aime quelqu'un malgré les contrats. On aime quelqu'un malgré la raison, malgré la morale, malgré les obligations. Et le serment de fidélité n'a pas pour fonction de signifier l'amour. Il a pour fonction de signifier l'institutionnalisation de cet amour. Le mariage, c'est dire au monde « Voici notre équipe ». Mais l'amour n'a pas besoin du mariage pour être l'amour. Il n'a pas besoin de contrat. L'amour, c'est la liberté qui choisit sa voie. Pour Sartre, la condition humaine se définit par la liberté. Contrairement aux choses, l'homme n'est pas déterminé dans ses actions. Il a le pouvoir de faire ce qu'il choisit de faire. À chaque seconde, vous êtes en capacité de choisir d'agir d'une manière plutôt que d'une autre. Parce que vous possédez une conscience, que cette conscience vous permet de vous projeter dans des possibilités, et que c'est vous qui allez opter pour l'une ou l'autre de ces possibilités. Peu importe nos déterminations, peu importe que notre prochaine action ne soit que la conséquence d'un enchaînement de causes et d'effets, le fait est que personne d'autre que vous ne sera l'auteur de votre prochaine action. L'existentialisme de Sartre, c'est l'idée que l'être humain est une liberté en action. Et qu'aimer une personne, c'est aimer une liberté qui se porte librement sur nous. L'autre, c'est fondamentalement celui qui échappe à ma maîtrise. C'est celui qui n'a pas besoin de moi pour accomplir son projet existentiel. Quelqu'un dont je pourrais disposer, quelqu'un qui serait intégralement soumis à ma volonté, c'est quelqu'un qui perdrait aussitôt, à mes yeux, sa qualité de personne, sa valeur d'être libre. La liberté, c'est ça qui nous plaît chez l'autre. Son caractère inappropriable. Quand nous aimons quelqu'un, nous aimons une liberté. Nous aimons ce que Sartre appelle une transcendance, une incarnation de l'infini. À l'inverse, quelqu'un qui nous serait intégralement asservi, ou quelqu'un qu'on forcerait à nous aimer, c'est quelqu'un dont l'amour n'aurait plus aucun attrait. Parce qu'il perdrait son caractère libre, c'est-à-dire indépendant de notre volonté. Nous aimons l'autre à proportion de son pouvoir
de ne pas nous aimer. Et c'est là qu'on peut comprendre le grand paradoxe de l'amour selon Sartre, qui est que l'amour est à la fois désir d'asservissement et rejet de l'asservissement. L'amour est désir de posséder l'autre, en même temps qu'il est désir d'indépendance de l'autre. Que la personne que vous aimez se conforme à vos attentes, qu'elle satisfasse vos moindres désirs, comme si son équilibre en dépendait, et votre amour pour elle s'évanouit. Dès lors que l'autre n'incarne plus la transcendance, dès lors que l'autre n'incarne plus la liberté en mouvement qui a fait naître votre amour, vous ne l'aimez plus. Parce qu'alors, vous n'avez plus en face de vous une personne, vous n'avez plus en face de vous une transcendance, mais un être asservi. L'être aimé cesse d'être un absolu. Il devient votre chose. Et on ne tombe pas amoureux d'une chose. Et une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que l'amour était à la fois désir d'asservissement et désir d'indépendance, on a compris du même coup que c'est ça le drame de l'amour. Sa contradiction. Quand l'amour de l'autre est acquis, notre amour s'en va, à la recherche d'une nouvelle transcendance à conquérir. Je cite. « Celui qui veut être aimé ne désire pas l'asservissement de l'être aimé. Il ne tient pas à devenir l'objet d'une passion débordante et mécanique. Il ne veut pas posséder un automatisme. Si Tristan et Iseux sont affolés par un filtre, ils intéressent moins. Et il arrive que l'asservissement total de l'être aimé tue l'amour de l'amant. Le but est dépassé. L'amant se retrouve seul si l'aimé s'est transformé en automate. Ainsi l'amant ne désire-t-il pas posséder l'aimé comme on possède une chose. Il réclame un type spécial d'appropriation. Il veut posséder une liberté comme liberté. Mais d'autre part, il ne saurait se satisfaire de cette forme éminente de la liberté qu'est l'engagement libre et volontaire. Qui se contenterait d'un amour qui se donnerait comme pure fidélité à la foi jurée? Qui donc accepterait de s'entendre dire « Je vous aime parce que je me suis librement engagé à vous aimer et que je ne veux pas me dédire. Je vous aime par fidélité à moi-même. » Ainsi l'amant demande le serment et s'irrite du serment. Il veut être aimé par une liberté et réclame que cette liberté, comme liberté, ne soit plus libre. Il veut à la fois que la liberté de l'autre se détermine elle-même à devenir amour, et à la fois que cette liberté soit captivée par elle-même, qu'elle se retourne sur elle-même, comme dans la folie, comme dans le rêve, pour vouloir sa captivité. Et cette captivité doit être d'émission libre et enchaînée à la fois entre nos mains. Ce n'est pas le déterminisme passionnel que nous désirons chez autrui, dans l'amour, ni une liberté hors d'atteinte, mais c'est une liberté qui joue le déterminisme passionnel et se prend à son jeu. Ce qu'on aime chez l'autre est en même temps ce dont on veut le déposséder. Sa liberté. Ce qu'on cherche à faire de l'autre est en même temps ce qui nous en détourne. Son asservissement. L'être humain est un paradoxe. Et il semble bien que tout ce que nous puissions faire pour nous affranchir de ce paradoxe, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience que l'insatisfaction est la marque de notre condition. Prendre conscience que l'adversaire de notre accomplissement, c'est nous-mêmes. L'autre n'est pas responsable des attentes que nous fixons sur lui. Il n'est pas responsable de notre besoin contradictoire d'admirer et de posséder, puis de nous détourner de lui lorsque nous y sommes parvenus. Prendre conscience du caractère contradictoire de l'amour, c'est prendre conscience du chemin qu'il nous reste à parcourir pour nous accorder avec nous-mêmes
Et que s'il y a un sens à aimer l'autre, à l'aimer malgré nos attentes, à l'aimer tel qu'il est, c'est parce que l'autre n'est ni meilleur, ni pire que moi. C'est parce que l'autre est comme moi. C'est parce que l'autre est un autre moi. Je vous remercie.